Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de H2O. Au milieu du XXe siècle, lorsque l'on pensait à l'an 2000, on s'imaginait un futur où tout serait possible, au moins en matière de sciences et techniques. On se voyait manger exclusivement des pilules alimentaires en se promenant sur la Lune. Force est de constater qu'il n'en est heureusement rien et que l'art culinaire ne s'est jamais aussi bien porté. Bien sûr, depuis nos ancêtres du néolithique, les habitudes alimentaires ont évolué. Nous ne faisons plus réchauffer notre eau de cuisson en y jetant des pierres brûlantes et si nous mangeons toujours de la viande animale, nous le faisons parfois avec plus de discernement et plus d'élégance. Au XVIIIe siècle, le savant Antoine Laurent de Lavoisier a exploré les transformations culinaires. Il développe ainsi une pensée chimique de la gastronomie. Nous devons à de grands noms comme Alexandre Dumas, père, qui publie en 1873 son grand dictionnaire de gastronomie, ou Jean Brillat-Savarin et sa physiologie du goût, le développement de la gastronomie qui, en épousant les différentes époques, est le reflet de nos modes de vie séculaires. Aujourd'hui, le tournant est plus radical. La gastronomie moléculaire s'inspire autant de l'art pictural, avec des mélanges surprenants de couleurs, que de la chimie, de la tradition des fourneaux français. Bonjour. Bonjour Cathy Compin. Bonjour. Vous êtes professeur de physique et chimie au lycée professionnel Françoise Dolto. Voilà. Et Yannick Hochet, chef cuisinier au restaurant Un Toit pour moi, Un Toit pour toi, à Sandillon. Hein. Alors Cathy Compin, depuis Lavoisier, on l'a vu, la cuisine, faire la cuisine, ça ressemble un petit peu à la chimie. Alors quelle définition pourrait donner la cuisine moléculaire, la gastronomie moléculaire? Alors la gastronomie moléculaire, en fait, c'est vraiment l'étude des transformations culinaires. Donc cette gastronomie moléculaire, elle a été fondée par Hervé Tisse et puis Nicolas Curti en 1988 parce que justement, cette exploration a été assez tardive et elle s'est élargie actuellement plus aussi sur l'aspect artistique et puis relationnel de la cuisine. Nous allons explorer pendant tout ce numéro de H2O quelques mets que vous avez confectionnés avec les élèves précisément du lycée professionnel Françoise Dolto, et on va commencer tout de suite avec un œuf. Alors a priori rien de plus simple et de plus facile que la cuisson d'un œuf, mais vous nous présentez un œuf un peu particulier. Voilà, donc là on vous présente un œuf qui n'a plus du tout sa coquille, hein, un œuf frais. Alors comment on a obtenu cette chose-là? Tout simplement en mettant notre œuf avec sa coquille dans du vinaigre d'alcool blanc. D'accord. Et là, on est en présence d'une réaction chimique, qui est une réaction entre un acide, qui est l'acide acétique du vinaigre, et le calcaire, qui est une base, qui est la coquille de l'œuf. Donc au bout d'un moment, vous obtenez, on arrive à avoir un aspect transparent de l'œuf. On arrive à voir donc le jaune se promener dans le blanc. Et la coquille s'est dissoute. Voilà, et la coquille s'est dissoute, oui. D'accord. Alors, autre présentation, si vous le voulez bien maintenant, tout de suite que l'on va voir en image, une présentation que nous avons enregistrée. C'est une sorte de caramel et vous allez nous décrire un petit peu. Donc ça, ce sont les ingrédients. Voilà, alors du sucre en poudre. Nous avons mis 30 cm3 de sucre en poudre avec 15 cm3 d'eau. Voilà, pour humidifier le sucre. Donc voilà l'eau distillée. Donc là, voilà, l'eau distillée. Voilà. Ouais, ça peut être de l'eau normale. Ouais, tout à fait, ça n'a pas d'importance. Donc vous mélangez les deux. Donc on mélange les deux, voilà, on humidifie, un petit peu comme quand on démarre un caramel, un sirop, un caramel après. Puis là, on rajoute évidemment de l'acide sulfurique. Ce qui est moins courant. Qui est moins courant, évidemment, donc 30 cm3. Voilà. Et on obtient donc la réaction. Une réaction, en fait, de caramélisation qui va jusqu'à la carbonisation, mais assez, évidemment, très rapide, sans apport énergétique. Alors pourquoi on a ça? Finalement, l'acide est un catalyseur et permet justement d'augmenter la réaction. Voilà, précisons que c'est une expérience et que ce caramel n'est pas comestible. Du tout. Entendu. Alors Yannick Hochet, comment est-ce que vous construisez votre carte de votre restaurant en fonction de la cuisine moléculaire? Parce qu'on peut voir à l'intérieur pop art de saison. Donc comment vous êtes venu à la cuisine moléculaire? Mais en fait, on s'inspire un petit peu des produits qu'on trouve sur le marché. Et sur ces produits, on s'essaye du moins à utiliser les nouvelles techniques, donc qui sont que ce soit l'azote ou les planchas ou des choses comme ça, des produits ou du sucre pétazède, on essaie de sublimer en fait le produit. Et la vue, est-ce qu'elle ne serait pas importante? Justement, on peut partir de saison, il y a une notion de couleur peut-être? Une notion de couleur, une notion de texture, alors tout ça on travaille, la température en bouche qui est très importante aujourd'hui, et la vue c'est vrai qu'elle est primordiale, on essaye
ressortir la couleur naturelle en fait du légume, pour le pop art en tout cas. Et donc on réussit ça en faisant une cuisson à basse température, donc qui fait partie donc de ces nouvelles techniques de cuisson. Et donc on a un plat qui est fini en couleur à la vue, à la bouche et à l'odorat. Et est-ce que le goût va évoluer avec toutes ces nouvelles saveurs ? Je pense que ça évolue, je pense qu'on a de plus en plus de demandes, on a de plus en plus de fines bouches, on dit, et qui sont beaucoup plus attentifs en fait à ce qu'ils mettent en bouche. Et ça c'est très important, on le ressent aujourd'hui au niveau de notre clientèle, et très sensible à cette température et à ce goût. Cathy Compin, une autre préparation. Alors on va voir un cocktail d'étranges perles et vous allez nous dire ce que l'on va voir. Alors ici, donc c'est une création de l'an dernier faite par les élèves. Donc on a un cocktail avec des perles d'alginate à base de Schweppes. Oui. Donc ces perles-là, elles sont composées d'alginate de sodium avec on le mélange avec le Schweppes. Cette caractéristique, l'alginate, c'est en fait extrait d'une algue qui a une propriété de se gélifier donc avec du calcium. Donc on forme des perles en les trempant dans un bain de chlorure de calcium. Alors on avait choisi le Schweppes parce qu'il a une propriété fluorescente en lumière ultraviolette, ce qui donnait un petit aspect festif. Voilà. Ouais, et on va voir ensuite, en gros plan. Alors ça c'est en gros plan. Voilà. C'est assez joli, là on a un aspect translucide de la bille. Alors c'est assez difficile à faire. À obtenir. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas, Yannick Hochet, un risque de mêler les produits chimiques avec les mets, avec la gastronomie ? Non, déjà nous on s'attelle aussi à avoir un espace dédié donc à tous ces essais. On ne mêle pas ça dans la cuisine comme ça, un peu cafouillis, n'importe comment. On fait ça minutieusement. C'est une cuisine qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline dans les manipulations. Mais après, à part ça, à partir du moment où on respecte cet ordre de conduite, on arrive à faire quelque chose de bien sans faire du n'importe quoi. Oui, je pense que les téléspectateurs ne peuvent pas s'adonner chez eux à la cuisine moléculaire. On commence à avoir un petit peu de personnes qui peuvent se procurer aujourd'hui par Internet, par des choses comme ça, toutes ces petites poudres qui servent à faire plusieurs mets. Donc ils peuvent s'adonner, mais ça reste quand même limité. Ça reste quand même très limité. Troisième préparation, Cathy Compin, si vous le voulez bien, un plat qui s'appelle Andy Warhol, du nom de l'artiste américain, et que là aussi on va voir en image. Alors, de quoi est-il composé ? Donc, ce plat Andy Warhol, évidemment, joue avec des couleurs dont on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, on va avoir une brioche de bœuf. Donc, la brioche est rouge parce qu'en fait, on a utilisé un colorant naturel, la betterave. On a des tagliatelles qui sont bleues. Donc là, c'est une composition avec le chou rouge et du bicarbonate de soude où on arrive à trouver juste le bon dosage pour avoir cet effet de couleur. Ensuite, après, on joue avec des choses traditionnelles. On retrouve un flan épinards, carottes, une mousse de champignons, une compotée de chou rouge, enfin voilà. Donc, Yannick Hochet, quelles sont les réactions de vos clients quand ils viennent déguster des plats aussi on n'a pas l'habitude en tous les cas? Non, c'est sûr, on n'a pas l'habitude de trouver ça, en tout cas sur la région. Alors il y a des a priori, il y en a qui l'ont moins, il y en a qui sont complètement ouverts à ce genre de cuisine, qui connaissent déjà à travers leur voyage ou différentes tables qu'ils ont fréquentées. Là, en l'occurrence, pour notre clientèle qui est essentiellement orléanaise, on a un étonnement. On a un étonnement, mais les gens aiment aujourd'hui ce côté ludique, ce côté surprenant. Ils ressortent de table vraiment avec des saveurs, un souvenir des saveurs qui n'ont pas forcément dans un restaurant, on va dire, traditionnel. Alors, est-ce que c'est la fin, la cuisine moléculaire, du lapin à la moutarde ou du pot-au-feu pour vous ? Non, je pense qu'il y aura toujours cette place-là. On peut aujourd'hui, grâce à ces techniques-là aussi, améliorer ces recettes et apporter quelque chose en plus à ces recettes qui étaient dites traditionnelles, comme le lapin à la moutarde, vous dites, et le pot-au-feu. Donc on apporte un plus, et là on va avoir quelque chose qui sera sublimé. Toujours, ça nous permet vraiment de sublimer les produits. Et Cathy Compin, comment voyez-vous le futur de la gastronomie ? Alors, en fait, a priori, il n'y aura pas du tout de poudre lyophilisée ou de, je sais pas, de pilules, voilà, de gélules, etc. Non, je crois que le gastronome, il a envie d'avoir quelque chose en bouche. Et d'ailleurs, il ne faut pas tomber dans
dans l'excès de la molécule, de la cuisine moléculaire qui est dit molle, etc. Il faut vraiment, comme dit Monsieur Hochet, sublimer la cuisine. C'est vraiment travailler sur l'aspect artistique, gustatif. Des mets. Voilà, des mets. Oui. Pour en savoir plus sur la gastronomie moléculaire, et peut-être pour vous y adonner, comme on vient de le dire, ce livre d'Hervé Thys, De la science au fourneau, aux éditions Belin pour la science, vous allez voir quelques révélations étonnantes. Alors, on va se quitter avec une dernière séquence qui met en scène l'azote liquide, Cathy Compin, très utilisé dans la cuisine moléculaire. Oui, c'est vrai de plus en plus. D'ailleurs, Monsieur Hochet l'utilise beaucoup. Ça a un aspect intéressant parce que du coup, on arrive à des basses températures assez rapidement. Donc, c'est vrai que la structure ne va pas être la même. Les cristaux sont plus fins. On a quelque chose qui va être moins désagréable en bouche, comme... Voilà. On va voir tout de suite la préparation, voilà, justement, que l'on a enregistrée avant l'émission. Voilà. Donc là, c'est une création aussi de nos élèves l'an dernier, donc avec fromage blanc, curaçao et puis sucre de canne. Donc on fait notre mélange, voilà. Donc l'azote liquide que l'on vient de voir, voilà. Moins 196 degrés. Et donc moins 196 degrés. Et on le verse, voilà, on le verse directement dans la préparation. Alors, ce qui paraît un peu étrange. Déjà utilisé l'azote liquide pour d'autres types de congélation? Oui, c'est utilisé. D'ailleurs, c'est un procédé industriel où ils utilisent l'azote liquide parce que ça permet de garder la saveur des aliments quand ils sont décongelés. Ça évite de casser les structures cellulaires. Et en plus, ça se mange. Voilà. C'est très bon, c'est très frais. On a tout à fait la sensation de froid. Mais sans les cristaux qui sont assez désagréables quand on... Merci Cathy Compin pour cette préparation. De rien. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro de H2O. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles aventures scientifiques. En attendant, soyez curieux.